Donc aujourd'hui, où l'idée c'est de pouvoir anticiper le retour des salariés au bureau. Donc sachez que ce workshop sera aussi proposé en replay sur notre site internet par la suite. C'est tout un programme de workshop que nous proposons chaque semaine. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pascal Breton du cabinet Prévia qui a accepté de nous parler de cette thématique, puisque c'est une situation qui est vraiment nouvelle pour beaucoup d'entreprises. Et donc Pascal vous présentera un petit peu plus le cabinet tout à l'heure, mais ils ont une grande expertise sur l'accueil de salariés après une longue absence au bureau. Et donc ça nous permettra d'avoir des pistes de réflexion et de pratique pour justement préparer ce retour et pouvoir l'anticiper au mieux. Donc du coup, Pascal, je vous laisse présenter le cabinet. Merci beaucoup. Donc, Prévia, c'est un cabinet de conseil en santé et en qualité de vie au travail. Nous sommes spécialisés depuis un peu plus de 15 ans maintenant, comme vous l'avez dit, dans l'accompagnement de salariés qui sont en arrêt de longue durée. Et donc, nous les aidons à se remobiliser vers le travail sur le plan à la fois psychologique, physique, social et professionnel. Et pour que ces retours soient pérennes, nous avons également un pôle conseil que je dirige et nous agissons dans les entreprises pour les aider à prendre des actions de prévention pour, d'une manière générale, créer des environnements de travail favorables à la santé et à la qualité de vie au travail. Et c'est évidemment ce qui nous positionne au cœur des sujets de cette crise, parce qu'elle nous invite évidemment à réfléchir et même à repenser nos modes de travail, nos interactions sociales, nos pratiques managériales pour nous maintenir en santé, tout en maintenant la performance économique de nos entreprises et en préservant notre qualité de vie au travail. Donc c'est effectivement un gros challenge. Voilà. Et chez Prévia, évidemment, nous n'avons pas toutes les réponses. Je ne prétends pas du tout aujourd'hui arriver avec les clés, la magie, la baguette, pas du tout. Mais comme vous, nous apprenons tous les jours avec beaucoup d'humilité de cette crise. Nous avons quand même réfléchi à plusieurs points de vigilance que je vais vous partager aujourd'hui en nous basant sur notre expérience à la fois en termes de santé, de qualité de vie au travail et de prévention des risques. Et je vous proposerai quelques bonnes pratiques qui pourraient, je l'espère, vous être utiles sur le terrain, dans votre quotidien. Tout à fait. Donc du coup, l'un des premiers points de vigilance que vous avez souligné lors de notre échange, c'est le besoin donc de soutien des salariés dans cette période. C'est ça. Alors le soutien aux collaborateurs, c'est bien entendu le premier des points, même si chacun d'entre nous va devoir trouver et s'appuyer sur ses propres ressources pour traverser cette crise et très probablement pour beaucoup d'entre nous en sortir grandi. Malgré tout, il va quand même être essentiel pour chaque salarié de pouvoir compter sur le soutien, sur l'appui et sur la confiance des managers et des dirigeants. Pour vous, en termes de bonnes pratiques, il va falloir, autant que vous le pouvez, favoriser l'expression collective, à la fois des ressentis de vos collaborateurs, de leurs appréhensions, de leurs besoins qui vont être très différents de l'un à l'autre et de leur soutien, de leur accompagnement, je dirais. Il va être important aussi d'avoir des entretiens, alors là, cette fois-ci, sur le plan individuel, des entretiens réguliers avec les salariés parce qu'il va falloir évaluer les besoins spécifiques aux situations de chacun. Je vous encourage aussi non seulement à écouter, mais aussi à poser des questions ouvertes et non intrusives. On en reparlera tout à l'heure, mais ce qui était valable avant le reste, la sphère privée, la santé, tout ça sont des domaines confidentiels dans lesquels vous devez naviguer avec beaucoup de prudence. Et puis, je vous invite à comprendre et évaluer des situations individuelles très particulières. Certains de vos salariés auront des proches malades, probablement, malheureusement. Certains vont faire face à des manques de transport en commun ou une peur de les emprunter. On en parlait tout à l'heure, toutes les deux, Delphine,
préambule et puis vous pouvez aussi voir surgir de nouveaux conflits ou une aggravation des conflits qui préexistaient à la crise. Et puis d'une manière générale, je vous invite à faire preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit, de vous abstenir autant que vous pouvez de porter des jugements, parce que cette situation est très différente à vivre pour chacun d'entre nous en fonction de notre contexte spécifique, et puis de pratiquer l'adaptabilité et la souplesse sont des qualités qui sont requises pour les dirigeants et les managers toute l'année, mais alors là, dans cette crise, elle nous l'impose véritablement. Tout à fait. Alors, on parle fréquemment comme un élément essentiel de motivation et d'épanouissement, mais est-ce que pendant cette période, la recherche du sens au travail ne revêt pas une importance particulière? Alors si, hein, tout à fait. Nous avons plus que jamais besoin de donner un sens à ce que nous traversons, d'une manière générale. Et comme toute crise, celle-ci en particulier nous offre en fait, à mon avis en tout cas, hein, de nombreuses opportunités, soit de trouver, soit de retrouver un sens à nos missions. On le voit très facilement avec des populations aujourd'hui qui n'ont pas toujours été mises en valeur et qui ont parfois perdu le sens euh, de, de leur mission, comme les caissières, comme les agents de collecte des ordures ménagères, qui sont aujourd'hui des héros du quotidien. Eh bien, vraiment falloir réfléchir dans cet esprit. Les équipes vont être plus encore que d'habitude en demande de votre part de vision, de direction et de clarté, à défaut de clarté sur la direction, parce que pour vous aussi, forcément, c'est pas très long terme, hein, nos réflexions aujourd'hui, mais elles vont aussi avoir besoin de votre part de clarté dans leur rôle, surtout pour les rôles qui vont être distribués, là où il y aura besoin de transformer, il y aura besoin de beaucoup de transformation, et puis de clarté de leur contribution. Donc en termes de bonnes pratiques, encore une fois, je vous encourage à prévoir des temps et d'échanges. Je vais répéter ça souvent, mais c'est vraiment pour moi extrêmement important, plus que jamais, de pouvoir échanger avec les équipes, de partager la vision, de donner la direction, mais aussi, et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, de recentrer chacun vers son cœur de mission et l'utilité de la mission de chacun pour l'entreprise, mais aussi pour les clients, pour les partenaires extérieurs, pour la communauté, pour les fournisseurs. Et quand je dis recentrer vers le cœur de mission, je pense aussi à recentrer vers ce qu'on contrôle. Vous allez avoir beaucoup de phénomènes, et vous allez en être victime aussi, malheureusement, très probablement, de gens qui perdent beaucoup de temps à s'inquiéter de choses sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Et autour des machines à café, quand on pourra se rassembler autour de ces machines, il y aura beaucoup de discussions sur oui, mais si on ne trouve pas de vaccin, oui, mais si l'entreprise est rachetée par tel grand groupe, autant de sujets qui créent beaucoup d'appréhension et sur lesquels on n'a aucun contrôle. Donc votre rôle de manager, de dirigeant, c'est d'inviter les gens à rester concentrés sur ce qu'ils contrôlent. Et ça, c'est un vrai outil d'efficacité, mais ça permet aussi au mental de ne pas s'évader dans des zones où finalement il n'a pas d'utilité. Autre bonne pratique, il va falloir valoriser les idées, écouter les idées, faire appel à la créativité, inviter les salariés à prendre des initiatives. D'une manière générale, je pense que c'est le moment ou jamais d'avoir un management plus participatif. Je pense que cette sortie de crise, elle se fera d'autant mieux qu'on aura invité chacun à partager sa façon de voir les choses, d'organiser le travail, de gérer le travail au quotidien. Tout ce qui est de nature à favoriser les échanges de façon transversale entre équipes qui ne travaillent pas forcément toujours ensemble sur des mêmes sujets. Ça va aussi être une opportunité d'avoir des bonnes idées, des bonnes pratiques à émuler dans l'entreprise. Et puis, pour finir sur le sens au travail, à mon avis, donner du sens au travail, c'est prendre soin, en tant que manager ou dirigeant, de rappeler à chacun, chaque jour, à qui et à quoi son travail est utile.
D'accord. Et donc du coup, ce qui va découler directement de ce sens que l'on peut trouver à son travail, c'est forcément donc la reconnaissance et et la valorisation. Dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous recommandez à nos managers? Alors, encore une fois, hein, reconnaître et valoriser, de l'autre côté de la caméra, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais bon, elle nous parle de choses qu'on connaît déjà, et c'est vrai que je n'ai rien réinventé, je remets au cœur de cette crise des principes fondamentaux qu'il faut encore plus prendre en compte. Et en particulier, cette situation, elle a finalement érigé les actifs de la première ligne, hein, je reprends des termes qui ont été utilisés entre autres par notre président, mais à ériger les actifs de la première ligne au rang de héros. Et je pense que dans certains secteurs, le risque n'est pas négligeable que d'autres lignes, qui seraient plutôt celles qui sont à l'arrière, se sentent oubliées, voire même dévalorisées. Donc Mm. c'est plus que jamais important de pratiquer l'équité de traitement pour toutes les fonctions, qu'elles soient de la première ligne ou de la deuxième ou même à l'arrière. Il faut bien entendu veiller à ce que chacun ait un objectif clair et dans cette crise, une opportunité par son travail de contribuer au succès, de contribuer au projet de l'entreprise. Il va falloir valoriser bien entendu les réussites, même les petites réussites, même les premiers petits pas. Et aussi, une façon de valoriser, c'est d'informer chaque personne des retombées positives sur un projet plus large de ses actions et de ses tâches. Parfois, on a une fonction très humble dans l'entreprise, très humble si on la compare aux grands projets de l'entreprise, mais par la façon dont on fait son travail, on contribue d'une certaine manière à sa mesure au succès. Honnêtement, entre nous, hein, puisqu'on se regarde là, les yeux dans les yeux, comment est-ce que vous prenez le temps de le faire avec tous les types de métiers dans votre entreprise? Le temps vous manque pour le faire. Je crois que c'est le Mm. moment ou jamais de se dire, tiens, ça peut être une action que je m'engage à prendre, m'assurer que tout salarié, quel que soit son niveau dans mon entreprise, a conscience de la façon dont il contribue au succès général, collectif. D'accord. Avant d'aller plus loin, je vais récapituler donc les premiers points de vigilance pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc le premier point de vigilance, c'est le soutien aux collaborateurs, donc d'être présent, de montrer que on est là, qu'il y a donc une collaboration, une fédération autour de l'équipe, un travail collectif. Le deuxième point, c'est le sens au travail, donc de vraiment valoriser, inciter les équipes en fait à vraiment collaborer du coup aux objectifs à mettre en place dès maintenant. Et puis donc le troisième point de vigilance que l'on vient d'aborder, c'est la reconnaissance et la valorisation des collaborateurs. Et donc suite à ça, il y a donc beaucoup d'entreprises qui ont recours au télétravail. Ça va donc probablement se poursuivre pendant encore quelques temps. Est-ce que ce n'est pas du coup aussi une opportunité pour donner plus d'autonomie aux collaborateurs? Oui, alors évidemment, c'est en termes d'autonomie, c'est très important, comme dans toute crise d'ailleurs, hein. Chacun d'entre nous a été amené à grandir, je le disais tout à l'heure, et on va devoir repenser à la fois nos modes de travail, mais aussi d'une manière générale nos modes de vie. Mm. Et pour certains d'entre nous, puisque ça ne s'est pas appliqué à tous, hein, mais pour certains d'entre nous, le télétravail et la distanciation finalement ont permis de gagner en autonomie. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il y a au contraire des gens qui ont eu beaucoup de soucis avec ce télétravail, des gens qui n'y ont pas eu recours, bien entendu. Mais pour ceux qui ont eu recours, il y aura eu des effets positifs pour certains. Les besoins de redémarrage rapide de l'activité vont être aussi l'occasion d'inviter les salariés à apporter leurs propres suggestions, leurs propres idées, on le disait tout à l'heure, sur l'amélioration et l'organisation de leur travail, sur l'amélioration des processus, sur l'amélioration des modes de fonctionnement. Les exigences de productivité vont également donner à beaucoup l'occasion de prendre des initiatives et de l'autonomie. Et tout ça dans quel but? Le but de vous permettre à vous aussi, managers et dirigeants, de rester concentrés sur le cœur de votre feuille de route, c'est-à-dire la planification, pour autant que vous le pouvez en ce moment, et sur la stratégie.
Donc pour vous, l'intérêt d'avoir des salariés autonomes, c'est non seulement des salariés qui ont un meilleur engagement, plus de motivation à leur travail, qui y trouvent du sens, mais c'est aussi vous, plus de temps pour faire le cœur de votre travail, c'est-à-dire emmener toutes ces équipes vers le futur, vers le cap que vous dessinez. Donc comment s'y prendre? Bien déjà en instituant et en animant des espaces de discussion sur le travail, donc en invitant les salariés à participer à des réflexions et des discussions autour soit de problématiques, soit de projets à mener, d'élaborer ensemble les solutions aux problèmes qui sont rencontrés sur le terrain, c'est-à-dire de ne pas uniquement donner vous ou chercher vous-même les solutions, mais amener chacun à participer à une réflexion collective pour trouver les solutions qui sont les plus appropriées et les plus en relation avec le travail réel. Confronter donc les objectifs que vous donnez aux réalités qui sont vécues sur le terrain, donc pour ne pas se contenter de donner des objectifs sans tenir compte des difficultés qui vont être rencontrées. D'encourager les initiatives, mais pour que les salariés se saisissent de cette opportunité de prendre des initiatives, il faut nécessairement, en parallèle, accorder le droit à l'erreur. Je ne vais pas faire un workshop sur le droit à l'erreur, mais je pourrais. C'est une notion très complexe. Donc on est bien d'accord, il ne s'agit pas d'erreurs techniques graves pouvant avoir des conséquences catastrophiques, mais c'est autoriser les gens à se tromper et à recommencer, pour apprendre d'ailleurs de l'erreur. Il s'agit aussi de favoriser la prise de conscience des capacités, des savoir-faire, des qualités, des ressources qui ont émergé face à cette situation exceptionnelle, et Dieu sait s'il y en a. On a tous découvert en nous des ressources insoupçonnées ou des ressources qu'on n'a pas eu souvent l'occasion d'utiliser. Et c'est pas fini. Et si c'est nécessaire, parce que je sais bien que c'est pas le cas de la majorité des gens qui sont aujourd'hui chez ce workshop, mais ceux qui le ressentent pour eux-mêmes se reconnaîtront. Donc, si nécessaire, lâchez prise sur votre besoin de contrôle et concentrez-vous donc sur votre propre feuille de route, c'est-à-dire planifier, soutenir, élaborer la stratégie et la vision. Ok. Alors, en cette période, est-ce qu'on pourrait voir surgir des conflits spécifiques? On l'a un petit peu abordé en introduction. Est-ce que l'entreprise, du coup, peut essayer de les anticiper et comment? Alors, encore une fois, j'ai ma propre théorie. On commence à voir qu'elle est assez juste dans certaines entreprises. Je ne dis pas que vous avez raison à 100%, mais je pense qu'il va falloir être particulièrement vigilant aux conflits de valeurs qui pourraient apparaître. Je vous donne un exemple. On risque d'avoir, dans certains environnements de travail, des jugements portés par certains salariés sur le droit de retrait qu'auraient exercé certains de leurs collègues pendant la crise. On peut avoir aussi des conflits qui surgissent, alors ça c'était préexistant à la crise, au surcroît de travail qui est lié à l'absentéisme. Donc vous allez forcément avoir des gens, et j'en entends déjà, qui disent « Oh, un tel ou une telle est en arrêt, mais en fait les enfants sont à l'école et comme d'habitude, il ou elle nous lâche au milieu d'une crise. » Mais c'était déjà le cas avant. Ce qui existait avant, à mon avis, ça ne va pas disparaître, ça va plutôt s'amplifier. Il peut y avoir aussi des ressentis d'injustice qui sont liés au fait que certains collègues ont pu télétravailler et d'autres pas. On pourrait aussi, alors ça, c'est la même chose, on le voit déjà apparaître, certains salariés pourraient s'en prendre à d'autres salariés qui ne respectent pas les gestes barrières. Parce que, alors là, c'est primaire, tu mets ma vie en danger. Donc là, quand vous mettez la vie de quelqu'un en danger, en général, il a des réactions assez visibles. Et on peut également penser que dans certaines équipes, les conflits qui existaient auparavant pourraient être amplifiés, même si on peut aussi imaginer que dans certaines équipes, c'est la solidarité qui va jouer et qui viendra finalement réguler les tensions. Donc en termes de bonnes pratiques, moi je vous invite à veiller à l'équité de traitement de tous. C'est le moment ou jamais. D'instituer autant que possible une culture du respect et du jeu collectif. Je sais que c'est très difficile, que dans certaines équipes, c'est plus difficile que d'autres. Mais si vous, en tant que dirigeant, en tant que manager,
vous ne vous montrez pas exemplaire et ne vous démontrez pas que cette culture du respect est indispensable, ça n'a aucune chance d'arriver. Donc au moins commençons par nous-mêmes. Et commençons par nous-mêmes aussi en évitant nous-mêmes les jugements de valeur. Et je sais que c'est difficile, je ne dis pas que c'est facile, mais j'emploie une grande partie de mon temps toute l'année à travailler là-dessus avec des dirigeants et des managers. Sensibiliser, quand vous le pouvez, vos équipes à l'importance de ce que j'appelle la qualité relationnelle, la qualité des relations, et l'intérêt d'avoir des relations de bonne qualité. Et puis, encore une fois, clarifier bien les rôles et les responsabilités, surtout qu'à la reprise, les rôles et les responsabilités risquent de changer dans beaucoup d'équipes. Donc, vérifiez que ce que vous avez demandé a été bien compris. Donc, dites les choses, mais vérifiez qu'elles ont été comprises. Quand il y a des conflits avérés, je vous encourage à faire appel à des tiers neutres. Il vaut toujours mieux passer par un médiateur extérieur que d'être à la fois juge et partie. Et puis, dans toute situation, restez factuel et objectif autant que vous le pouvez. Ok. Alors, comme on le sait, le risque sanitaire ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et donc, lors des différentes phases de reprise des activités, à quoi les entreprises doivent-elles se préparer pour ces reprises un peu en mode dégradé? Alors ça, c'est un sujet un petit peu plus long. Je vais prendre un petit peu plus de temps pour le couvrir parce que c'est assez technique. Donc, ce qui est compliqué avec cette crise, c'est qu'en fait, elle vous oblige, vous, chef d'entreprise, à déployer un plan de continuité. Ça, je sais que vous en avez déjà, mais un plan de continuité dans lequel, et c'est ce qui est un peu spécifique, vont coexister des mesures de prévention sanitaire, celles qui sont liées au Covid, donc les gestes barrières, la distanciation sociale, etc. Et donc, ces mesures de prévention sanitaire, elles vont coexister avec des mesures de prévention qui, elles, sont liées au travail en mode dégradé, c'est-à-dire les activités interrompues, les activités partiellement maintenues, l'approvisionnement et les livraisons perturbées, la disponibilité restreinte des salariés, ou en tout cas variable à cause des nouveaux cas. Forcément, on va avoir des cas de salariés touchés par le Covid dans la période de déconfinement, c'est évident. Donc, pour faire face à tous ces bouleversements, vous allez devoir mettre en place des moyens et des transformations, on l'a dit plusieurs fois, adaptées. Voilà, peut-être modifier les horaires, modifier la durée du travail, permettre aux gens d'arriver en horaire décalé pour ceux qui vont avoir du mal avec les transports, redéfinir les objectifs de production, adapter les processus, renouveler les équipes, les tâches, ça va être assez compliqué. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour, d'abord, premier point, concilier les nouvelles mesures de prévention et les besoins de production? Alors, je ne vais pas faire tout un cours là-dessus, mais je pense qu'il faut procéder avec méthode. Donc, c'est toujours une question de bon sens et d'application. Donc, procéder avec méthode et, à mon avis, se faire une checklist. Donc, premièrement, il faut identifier les risques spécifiques au Covid. Donc, vous avez maintenant des guides qui commencent à sortir, des protocoles nationaux, on se partageait ça tout à l'heure, des chiffres, les gens qui se croisent, les temps ensemble à la cantine, à la cafétéria. Mais bon, on avance maintenant vers le déconfinement. J'imagine que vous êtes tous préparés à tout ça, ou vous êtes en plein dans la préparation de tout ça. Il faut identifier les risques qui sont liés à la réorganisation nécessaire du travail, comment je fais avec moins de personnes, plus de distance entre les personnes. Donc ça, bien sûr, vous allez y penser. Ce qui est compliqué, c'est la granularité. C'est-à-dire qu'il va falloir penser à ça dans toutes les situations de travail, dans chaque situation. C'est le cas, en fait, dans la prévention des risques en général. Mais dans la prévention des risques en général, nous, quand on passe derrière pour regarder les DU, on voit bien que la granularité n'y est pas. Et que très souvent, les choses sont pensées d'une manière générale, mais pas forcément déclinées pour chaque type de métier ou chaque situation de travail. Donc, je vous invite à repartir du DU, du document unique d'évaluation des risques professionnels si vous l'avez en place. Et j'espère que, plus vous l'aurez mis de façon très soignée en place avant la crise, plus ce sera facile après. Il faut repenser donc la conception des postes de travail et des processus, donc à la fois sur une ligne de production, mais aussi dans un open space. Et vous avez probablement dans vos entreprises des façons de travailler qui coexistent, les administratifs, les opérateurs, etc.
dans toutes les activités qui nécessitent la coopération de plusieurs collaborateurs, parce qu'il faut aussi introduire les gestes barrières, les mesures de distanciation sociale, les exigences de production. Il faut organiser la circulation des flux présents dans l'entreprise, c'est-à-dire pas seulement le flux des personnes, mais aussi des matières premières, du matériel, des marchandises, etc., pour limiter le risque de contamination entre salariés, de contamination avec les visiteurs, avec les clients, les livraisons, les livreurs, la maintenance, mais aussi éviter le risque de contamination par les objets qui rentrent dans l'entreprise. Je sens que là, je me fais très peur, mais c'est quand même la réalité. Ça fait différents points, effectivement, qu'il faut bien intégrer. Anticiper, intégrer, bien sûr, les effets des nouvelles consignes d'hygiène, c'est-à-dire le temps que ça prend pour se laver les mains, pour désinfecter les machines, les outils, les postes de travail, l'impact que ça a sur l'organisation du travail, les procédures, les modes opératoires. Il faut aussi porter une attention particulière à des activités qui généralement sont ignorées, c'est-à-dire les situations de travail qui ne sont pas standards ou aléatoires. Mmh. Enfin, en gros, il faut préparer la mise à jour du document unique en intégrant les nouvelles mesures de prévention. Personnellement, s'il y a, à mon avis, un petit investissement à faire en ce moment, dans les entreprises où cette partie-là est particulièrement anxiogène ou compliquée, c'est de se faire aider par un prestataire extérieur qui vient uniquement pour vous aider sur le document unique. Il prend plusieurs jours, il va aller regarder les situations de travail, mais il va s'occuper de votre document unique. Moi, je pense que c'est un investissement utile parce qu'en plus, il sera utile pour l'avenir. Donc, deuxième élément, questionnement, c'est comment maintenir les exigences de production, la répartition de la charge du travail en fonction de l'absentéisme ou de la réduction des effectifs pour anticiper les impacts sur les conditions de travail. Alors, une bonne pratique, c'est de développer la polyvalence. On le dit toute l'année, dans toutes les entreprises où on passe, mais là, en ce moment, pour faciliter les rotations, c'est particulièrement nécessaire. Donc, si vous le pouvez, essayez de développer la polyvalence là où elle n'existe pas encore. Aussi d'anticiper les besoins de formation des salariés. Il y en a peut-être du coup qui devront être habilités à certaines tâches, pour demander des habilitations, CACES, etc. Je vous invite à établir des procédures RH, production, sécurité, pour favoriser le remplacement en urgence de collaborateurs sur les postes de travail. Encore une fois, on ne sait pas du tout à quel point nos salariés pourraient être victimes d'une deuxième vague. Peut-être que ça ne va pas arriver. Personnellement, ça serait miraculeux. Je ne vois pas comment, en relâchant tout le monde dans la nature, on ne va pas avoir une deuxième vague. Donner aussi à voir la chaîne de décision au sein des services pour favoriser l'autonomie. Plus vous mêlez les collaborateurs à ce que vous êtes en train de mettre en place, et plus il y a de chances que ce soit bien adopté et bien suivi. Et puis, identifier et mettre en avant les marges de manœuvre possibles, ça en termes d'autonomie, c'est très important, des salariés dans les prises de décision et la modification des procédures. Donc ça a deux avantages. D'une part, ça permet plus de souplesse, plus de rapidité dans l'adaptation et aussi plus d'autonomie et donc de satisfaction au travail. Et puis, troisième élément de cette partie un peu plus technique, c'est comment maintenir un dialogue social institutionnel pour accompagner la conduite du changement sur le terrain et favoriser une approche collective, participative de la reprise d'activité et de la prévention des risques liés à toutes ces réorganisations probables. Donc, il est important de maintenir les liens entre la direction, les représentants du personnel et les instances, d'une manière générale. C'est important toute l'année, là encore, mais en ce moment, le dialogue social peut être soit extrêmement porteur, soit freinant, donc il faut le soigner particulièrement. Il faut identifier collectivement les priorités au moment de la reprise au sein des services, des ateliers, des départements. Les priorités, c'est jamais facile parce que c'est bien d'avoir des priorités générales, mais après, chacun va les interpréter à sa façon. Donc, c'est important
d'être ouvert aussi à la rediscussion des priorités. À chaque fois qu'on rajoute une tâche, c'est important de réévaluer les priorités des tâches précédentes. Si on met tout en priorité numéro 1, les salariés se retrouvent complètement perdus, noyés et Démotivé. voilà, et démotivés. Donc c'est important de revoir ces priorités, d'être adapté, adaptable pour les revoir fréquemment. Aussi, c'est très important de prendre en compte les remontées du terrain, c'est-à-dire les salariés eux-mêmes qui disent ce qui se passe dans leur activité à cause des réorganisations, enfin, qui font part des difficultés qu'ils rencontrent ou des bonnes choses. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer de façon très positive et tout ce qui est positif, ça aide les autres. Il ne faut pas faire que les remontées de problèmes. Il faut dire, ouais, chez nous, ça a super bien marché, voilà les avantages, voilà les bénéfices pour encourager les autres à peut-être adopter le même processus, la même façon de faire. Il faut adapter les modalités, la fréquence, la durée des réunions. Parce que alors là, en plus, les réunions en ligne, waouh, on a peu de donc il va falloir bien repenser tout ça. Et puis, quand vous avez à faire des réunions, plus que jamais, se mettre à la préparation des ordres du jour, partager les informations utiles en amont de la réunion pour que la réunion soit productive, qu'on n'ait pas l'impression d'y perdre son temps. Ça n'a jamais été agréable, des réunions fleuves dont on sort avec aucun plan d'action. Mais alors en ce moment, c'est particulièrement improductif. Donc si sous prétexte qu'on les fait mal, ces réunions, on n'en fait plus, on arrive dans un autre problème. Donc il faut en avoir des rapides, des efficaces, des bien préparés en amont. Et puis, quand vous faites des réunions, le plus important, c'est pas la réunion, c'est ce que vous allez en faire après, c'est-à-dire la distribution des conclusions de cette réunion et des plans d'action et la mise à jour des informations. Ça, c'est fondamental. Souvent, on fait des réunions, mais il n'y a pas de suite. Du coup, parmi les grands sujets pour toutes les entreprises, il y a le cadre des accords qualité de vie au travail. Est-ce qu'on doit porter une attention particulière à la conciliation entre vie pro et perso en ce moment? On l'a abordé rapidement tout à l'heure que c'était un point dangereux, mais... Oui, alors évidemment, c'est tout le temps important. Vous avez des accords en place, donc ça reste dans votre radar. Mais la situation tout à fait exceptionnelle qu'on a vécue pendant ce confinement a accru pour beaucoup d'entre nous la difficulté à concilier la vie privée et le travail. Mais dans des proportions incroyables. Vous l'avez tous vécu, hein, le fait d'avoir dans des lieux qui ne sont pas forcément gigantesques, les enfants, le conjoint qui fait un autre travail, qui travaille en même temps que vous, vous-même, etc. Ça a été extraordinairement difficile à concilier en particulier pour les jeunes parents. J'ai la chance que ce soit plus mon cas, donc moi ça s'est bien passé, mais pour beaucoup de gens c'est compliqué. Donc la reprise de l'activité, on pourrait la voir comme une opportunité de rétablir des frontières entre les deux. Mais c'est aussi une opportunité de repenser, alors là c'est à titre individuel, hein, pour chacun d'entre nous en fonction de ce qu'on vit, c'est aussi une opportunité de repenser l'équilibre entre les deux. Il y a des gens qui du coup y ont trouvé beaucoup de plaisir à cette vie de famille, qui se sont bien organisés entre les devoirs, son travail, etc. et qui ont envie d'en garder quelques bénéfices après, qui ont repris goût à ça. Donc là encore, il va être important d'accompagner les salariés pour permettre à chacun de tirer ses propres enseignements de l'expérience et puis du coup de pouvoir vivre et travailler mieux. Dans cet aspect, il y a des choses qui sont propres à chacun et le manager n'a rien à y faire, mais il y a aussi des choses qu'on va faire d'autant mieux, qu'on va partager ensemble en entreprise ces enseignements. Les nouvelles technologies, heureusement qu'elles étaient là. Elles nous ont permis et aujourd'hui, pendant qu'on parle également, elles nous permettent de poursuivre l'activité, mais il faut aussi veiller à leur redonner leur juste place. Pour beaucoup d'entre nous, ça a été trop. Hein. Le confinement, ça a permis à certains de se familiariser avec le télétravail, mais ça a aussi été l'occasion d'en mesurer les avantages et les inconvénients. Il y a un risque majeur dans le télétravail, c'est l'isolement social. Et ce serait un risque extrêmement important dans les entreprises de l'instituer, ce télétravail, comme la nouvelle norme.
Donc c'est important de pouvoir y avoir recours quelques jours par semaine. L'ANACT recommande 2-3 jours maximum. Et c'est important en particulier pour réduire la fatigue liée au transport, etc. Mais son usage quotidien, c'est-à-dire pour les entreprises qui disent « Ah, c'est génial le télétravail, je les mets tous en télétravail 5 jours sur 5 à partir de maintenant », ça peut devenir très rapidement délétère et être source, encore une fois, d'isolement et de désocialisation. Moi, je vois déjà dans notre métier, chez Prévia, on voit déjà l'effet sur certains salariés qui utilisent nos dispositifs d'accompagnement des salariés en difficulté et qui rapportent ça, essentiellement ça, hein, la difficulté de désocialisation, d'isolement, je ne sais plus quoi faire, comment faire, j'entends pas mon manager, je ne sais pas ce que j'ai à faire, etc. Donc vous de votre côté, il faut que vous soyez vigilant aussi en termes de conciliation vie pro vie perso sur le surinvestissement. Il y a des personnes à la reprise, en particulier ceux qui ont été en chômage partiel, qui n'ont pas beaucoup travaillé pendant cette période de confinement, qui vont vouloir rattraper le temps perdu, se surinvestir et qui vont dépasser les temps de travail à la reprise. Ils vont les dépasser déjà pour rattraper le temps, mais aussi pour mettre toutes les chances de leur côté de garder leur travail. C'est compréhensible. En même temps, on ne cherche pas à avoir des salariés épuisés au bout de 2 mois. Nous qui sommes spécialistes de la reprise du travail après une longue maladie ou une crise personnelle, on est particulièrement vigilant à ça, à vouloir reprendre très vite, très fort et à se surinvestir. Souvent, on s'arrête quelques temps après et beaucoup plus longtemps. D'autres raisons, fatigue excessive. Et là, pour le moment, ça va être un marathon, cette reprise. Ça va se jouer sur des mois, donc il faut que les salariés se préservent autant qu'ils peuvent. Et donc, il va falloir établir des règles strictes sur le respect des temps de travail. Pas forcément le respect minimum, mais le respect maximum. C'est-à-dire, je ne devrais pas dire ça, je devrais dire établir des règles de respect des temps de repos. Il faut probablement, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, mettre en place des chartes de bonne utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication, donc les fameuses NTIC, avoir un recours approprié et mesuré au télétravail, et puis bien sûr écouter les situations et les besoins individuels qui varient énormément d'un salarié à l'autre. Alors, merci pour toutes ces précisions. Donc, on a, ces dernières semaines, surtout ces derniers jours, été noyés d'informations. Pourtant, on n'est pas très rassurés, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Du coup, quels seraient les conseils que vous pouvez nous donner et donner à nos entreprises pour bien communiquer vers leurs salariés? Alors effectivement, on ne peut pas dire qu'on ne l'aura pas répété. On l'entend 1000 fois par jour dans les médias, cette période, ce qui la caractérise, c'est l'incertitude. C'est les doutes sur l'avenir. C'est donc essentiel aujourd'hui pour nous, dirigeants et managers, de compenser ce manque de visibilité. Hein. On en est tous victimes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous aujourd'hui sur ce workshop qui pourraient dire « je sais exactement où je vais et ce qui va se passer ». Donc compenser ce manque de visibilité qui nous touche tous par une communication qui soit à la fois régulière, authentique et directe, y compris sur des sujets difficiles comme l'insécurité économique. C'est beaucoup plus délétère de tourner autour du pot que de dire aux gens franchement ce qu'on sait, mais aussi d'admettre qu'on ne sait pas tout. Donc chacun doit pouvoir comprendre clairement aussi comment il peut contribuer à la pérennité de l'entreprise. Parce que vous allez avoir des situations où effectivement l'entreprise est en danger, mais si on s'y met tous, si on fait ça, ça, ça et ça, en même temps, tous et de la bonne façon, on peut sauver des emplois. Et à charge pour chacun de le faire, de se mobiliser pour assurer la pérennité de l'entreprise. Mais si personne n'a compris ce qu'il doit faire pour essayer de sauvegarder l'emploi, c'est très déstabilisant. Donc, donnez au maximum de ce que vous pouvez aux gens les clés ou les moyens de mettre toutes les chances de leur côté de préserver l'emploi. Ce ne sera pas toujours possible, mais au moins tout le monde aura le sentiment d'avoir essayé.
De nombreux changements donc, vont être forcément nécessaires et les changements, ça fait peur. Les changements, c'est toujours difficile. L'adaptation au changement, c'est toujours compliqué. Donc, il faut expliquer clairement, non seulement les raisons des changements, mais aussi leur objectif, ce qui permettra de mieux vivre et de faciliter l'adaptation. Donc, informer tout le monde sur les conditions de la reprise, j'imagine que c'est tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment, instituer des rituels de communication, si possible, des jours fixes, des horaires fixes chaque semaine. On sait que tous les jeudis à 11h30, on a la réunion d'équipe, c'est toujours plus simple pour les gens. Faites très attention aux rumeurs et aux fausses nouvelles, les fameuses fake news, elles vont avoir lieu dans vos équipes aussi. Donc clarifiez, écoutez bien ce qui se passe, ce qui se propage et mettez les choses au point aussi souvent que possible. Facilitez donc le partage et la circulation des informations, partagez votre vision pour l'entreprise, mais peut-être aussi parmi vous, j'ai pas vu la taille des entreprises que vous dirigez, vous qui êtes sur le call maintenant là, il y en a peut-être parmi vous qui ont des grosses PME ou même des grands groupes, je ne sais pas. Ben, pour vous, il va y avoir la vision que le dirigeant a de l'entreprise et puis la vision de chaque manager pour son groupe, pour son collectif, celui qu'il manage. Ça aussi, il faut partager sa vision, de dire, dans le cadre de la vision générale que nous avons pour notre entreprise et qui n'est pas forcément très claire en ce moment, moi, clairement, pour les semaines qui viennent, voilà ma vision. C'est toujours plus facile de suivre un cap moyen terme, presque visible là tout de suite, que de suivre un cap très lointain. Donc communiquer, on l'a dit tout à l'heure, clairement à chacun les objectifs et les rôles. Organisez bien la remontée des informations du terrain, vous allez en avoir besoin pour voir si les plans que vous mettez en place là sont ajustés. Il y aura forcément des ajustements à faire. Quand vous devez faire des changements ou même annuler des plans, c'est évidemment votre rôle, expliquez pourquoi vous annulez. Il y a toujours des gens qui ont été impliqués dans un projet et qui ne comprennent pas, voire même qui vivent très mal, que la contribution qu'ils ont apportée à ce projet soit mise à mal ou anéantie parce qu'on a annulé le projet ou on a annulé leur partie. Donc il faut leur expliquer pourquoi on annule. Et puis vérifier la bonne compréhension des informations communiquées. Donc quand vous dites quelque chose, vérifiez comment l'autre l'a compris. Je vous donne un exemple tout bête qu'on utilise nous beaucoup en métier de santé. Quand on annonce un diagnostic à un patient, on lui dit ce qu'on a à lui dire, mais on ne sait pas du tout comment il l'a interprété, comment il l'a compris, soit parce qu'on a jargonné, soit parce que la personne est dans un moment de déni, de choc, de sidération qui fait qu'il a compris un mot sur deux. Donc plutôt que de le lui répéter exactement de la même façon, même avec d'autres mots, on va lui dire à lui, qu'est-ce que vous avez compris de ce que je vous ai dit? Racontez-moi l'histoire à votre façon. Et là, vous allez tout de suite voir les trous dans la raquette. Ben, c'est exactement la même chose dans le monde de l'entreprise. Je vous ai expliqué, je vous ai communiqué une nouveauté, une information, un changement, une transformation. Bref, dites-moi, redites-moi là avant qu'on se quitte, racontez-moi l'histoire à nouveau, qu'est-ce que vous avez compris? Et vous allez tout de suite voir si la personne a l'essentiel ou pas. Donc du coup, voilà, on a donc vu les différents points de vigilance. Donc pour rappel, le premier c'est le soutien aux collaborateurs, le deuxième le sens au travail, le troisième reconnaître et valoriser les collaborateurs, le quatrième donner de l'autonomie, le cinquième c'est anticiper et gérer les conflits. Le sixième, c'est donc de prévenir les difficultés liées à la reprise de l'activité en mode dégradé. Le septième, faciliter la conciliation vie privée, vie professionnelle. Et le huitième, c'est le côté communication. Donc on va conclure ce workshop. Pour les participants qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions ou à faire part de votre expérience en utilisant le chat qui est à votre droite sur l'écran. Pascal répondra sans problème à vos questions. Donc du coup, je vous laisse conclure. Oui, alors pendant que vous faites ça, pendant que vous notez vos questions, moi les mots-clés que j'aimerais apporter en conclusion, c'est aujourd'hui plus que jamais accepter de ne pas tout savoir. En fait, le plus difficile, c'est de commencer par nous-mêmes. Je ne suis pas dans un aveu de faiblesse quand je dis à mes salariés que je ne sais pas. À cette question de leur part, je n'ai pas de réponse.
Je peux vous dire que moi, je pratique ça en ce moment tous les jours aussi avec mes clients, qui souvent me disent, à votre avis, il faut faire quoi là? Mais je ne sais pas. On va faire ensemble, on va voir ensemble ce qui marche, on va tester, parce que moi, je ne sais pas. Donc, il faut faire preuve d'humilité, hein, en gros. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas la destination finale, et pour un manager ou un dirigeant, ça peut être très déstabilisant. Mais faites-vous confiance que vous avez au moins toutes les capacités pour accompagner, pour soutenir, pour guider vos collaborateurs sur le chemin. Vous êtes aujourd'hui plus vu comme un guide, mais vous n'êtes pas obligatoirement détenteur du savoir total. Euh, Comme je le dis toujours, restez centré sur ce que vous contrôlez en tant que dirigeant, en tant que manager, c'est-à-dire vos actes et votre état d'esprit. Et ce, pour mieux vous détourner, hein, de ce qui vous prend du temps et qui est hors de votre contrôle. La pandémie, la récession mondiale, quand est-ce qu'on va retourner à la normale? Tout ça, c'est des sujets sûrement très intéressants, mais comme vous n'avez aucun contrôle dessus, pendant que vous réfléchissez à tout ça, vous ne maîtrisez pas ce que vous contrôlez, vous n'êtes pas complètement à ce que vous faites. Communiquer, écouter, faire participer, c'est, à mon avis en tout cas, plus que jamais l'essentiel pour un management responsable de la période qui s'annonce. Tout à fait. Alors oui, comme on le formulait tout à l'heure en aparté, il y a effectivement un protocole national de déconfinement qui est proposé Voilà. voilà, C'est 18 par pages, ça va, c'est raisonnable. par le ministère. Du coup, le lien a été mis dans le chat. N'hésitez pas à le récupérer. Euh, donc, apparemment, tout était clair. Puisqu'il n'y a pas de questions. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage. Je ne manquerai pas de faire suivre donc vos coordonnées si certains adhérents, certaines entreprises connectées ont besoin de faire appel à votre connaissance de ces sujets. En tout cas, merci pour tous ces éclairages qui, à mon avis, ont beaucoup aidé dans leur réflexion les différentes personnes connectées qui étaient donc principalement des personnes en charge des ressources humaines et qui, du coup, à mon avis, sont en plein dans la mise en place de ces actions. Et voilà, ça nous permet quand même de pouvoir prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça et d'avoir un peu une méthodologie sur les points de vigilance comme on l'a évoqué. Ça a En bien tout passé. voilà, de toute façon, il faut positiver. On n'a pas le choix, il faut faire. Donc, Mais de toutes les manières, non seulement on n'a pas le choix, mais c'est ça qui va être très intéressant. C'est tout ce qu'on a appris. Il faut, là, je crois que plus que jamais, c'est le moment d'apprécier et de savoir détecter toutes les choses positives qu'on a apprises, toutes les ressources qu'on a mis en œuvre. Et il y en a énormément et c'est important de le faire en tant que dirigeant, bien sûr, mais c'est important de le faire aux équipes. Hein, ce retour positif sur la crise. C'est pas du positivisme, c'est pas les bisounours. C'est une technique comme une autre pour travailler. Il y a la résolution de problème, on va creuser un problème, aller chercher sa racine, c'est une façon de faire. Et puis en complément, en parallèle, une autre façon de faire qui est quand tout se passe bien, qu'est-ce que je mets en œuvre pour cette réussite? C'est quoi les clés de ma réussite? Et dans cette crise, ce que j'ai réussi, comment j'ai fait? De façon triviale, certaines d'entre nous sont devenues des couturières. Hein, on n'avait pas cousu depuis très longtemps. Maintenant, c'est faire des super masques et on va en faire des super beaux. Je plaisante, mais franchement, si on fait le compte de tous les talents qu'on a révélés dans cette crise, des plus triviaux comme la couture, la pâtisserie, la cuisine, mais aussi la capacité à réguler les relations en famille pendant 2 mois enfermés, toutes ces capacités, elles sont transposables dans le travail. Parce que pour bien faire la cuisine, il faut démontrer de la patience, de la minutie, du respect, des proportions. Bah, tout ça, ça se transfère dans le travail. J'en vois sourire, ne croyez pas que je ne vous vois pas à travers la caméra.
mais, mais c'est très intéressant de transposer nos ressources personnelles dans le travail. En tout cas, on a encore quelques jours pour le faire. Après, on va être dans le nez dans le guidon à nouveau. Donc, prenons ce temps pour réfléchir à ce qui sort de positif et comment on va le transposer dans le travail. Tout à fait. Bah écoutez, merci beaucoup Pascal. Tout le monde vous remercie dans le chat pour ce transfert de connaissances. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite donc un bon déconfinement et une bonne organisation également au sein de votre entreprise. Pour les personnes connectées, donc sachez que notre prochain workshop aura lieu demain après-midi sur comment mettre en place une cellule de gestion de crise. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce workshop maintenant? C'est parce que au démarrage, tout le monde de toute façon était complètement le nez dans le guidon, et aujourd'hui l'idée c'est de pouvoir justement mieux anticiper une prochaine fois, et même anticiper cette potentielle crise de reprise qui ferait que il faut justement pouvoir prévoir au maximum en amont ce qui pourrait se passer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez toutes les informations sur notre site internet, et puis on est donc toujours à votre écoute pour toute problématique que vous souhaiteriez que nous abordions lors de ces workshops. Merci beaucoup Pascal, et puis Bravo pour ce que vous faites pour les entreprises. merci beaucoup et au plaisir.